j'ai été appelée par un chasseur qui m'a dit « Je vous passe l'appel qui va changer votre vie ». Je peux dire aujourd'hui que ça a été exactement ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on adresse les générations d'en dessous quand on pratique pas les mêmes placements, quand on parle pas la même langue, quand on n'a pas les mêmes réflexes? Parce que l'importance pour toi des outils et des services, elle est devenue fondamentale pour les CGP? C'est le pivot même qui laisse du temps pour le conseil. Quand on va chez un notaire, un avocat, on se pose pas la question de savoir si on va être facturé. Et chez un CGP, ça devrait être la même chose parce que le conseil est précieux. Puisque tu t'es installé, Stéphane Van Nuffel, mais rejoins. Bon, on la garde comme ça ou pas? Allez, bienvenue à tous sur Zoom Invest pour ce nouveau numéro de Track Record. Aujourd'hui, on reçoit Rachel de Valicourt. Alors, grande professionnelle de la gestion de patrimoine, néanmoins une amie, en tout cas je la considère comme ça. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui, Rachel. Bienvenue. Merci Stéphane, moi aussi, ravi. Bon, super. Tu connais l'exercice, j'espère que tu as regardé un petit peu les précédentes versions. Aujourd'hui, on va essayer de parler de toi, de ton métier évidemment, et de l'entreprise pour laquelle tu travailles maintenant depuis quelques mois. Donc on va essayer d'être un petit peu cool, et puis on va se parler comme on se parle habituellement autour d'un verre quand on fait des petits points sur nos vies respectives. Est-ce que tu peux déjà, c'est une petite question que je pose à tout le monde, c'est pas la question piège, mais me présenter ton métier comme tu le ferais à une amie ou à quelqu'un de ta famille? Alors là, je pense que tu as les mêmes difficultés que moi. C'est toujours très compliqué d'expliquer ce que nous faisons. Globalement, alors à un ami ou une amie, je présente un peu plus. En société, on va dire, quand j'arrive quelque part, c'est toujours très compliqué. Moi, j'ai coutume de dire que je travaille dans l'environnement de la gestion de patrimoine et que je prends soin de l'argent des gens. Voilà, donc simple. Ça entraîne des questions, c'est toujours assez passionnant, mais l'argent, c'est un sujet qui est toujours un peu épineux, en France particulièrement. Ouais, encore assez mais tabou. globalement, moi, je dis toujours que le patrimoine, c'est quelque chose qu'on gère et que moi, je travaille pour une société, effectivement, qui s'adresse à tous les patrimoines, ceux qui sont riches ou ceux qui veulent le devenir, et qu'on essaye, effectivement, de les accompagner, mais que notre ADN, c'est forcément d'avoir des solutions pour tout le monde et que ça passe par des produits financiers, immobiliers, et qu'on adresse tout le monde avec tous les objectifs. Et pour toutes les bourses. Voilà. Très bien, non, mais c'est complet. Finalement, c'est complet. C'est assez professionnel comme présentation. J'essaye de ne pas dériver et surtout, je ne sais pas comment se comporte toi, comment tu fais, mais moi j'essaye toujours de ne pas me laisser emmener dans du conseil parce que d'abord c'est pas mon métier, c'est plus mon métier. Je ne suis pas assez précise et puis j'ai pour généralement pour discipline de ne pas conseiller mon entourage ou les gens que je rencontre. Ouais, c'est bien. Je pense que pas c'est de conflit d'intérêt comme ça. Non, pas de conflit, et puis surtout une saine décision qui préserve effectivement des choix tactiques. Chacun est décidé à faire ce qu'il veut de son argent et je veux pas être tenu responsable des mauvais résultats parce que les bons, on en est déjà rarement comptable. Ils te demandent pas quand même conseil parce que moi c'est le cas. Même si je m'en occupe pas, ils me demandent quand même. Mais non, mais moi je pousse parce que je suis plus CGP aujourd'hui. Moi je travaille avec des CGP, mais je ne suis pas CGP. Bon. Justement, on va en parler parce que ta spécificité, en tout cas dans ton parcours et ta carrière, est d'avoir été globalement quand même très B2B, ou est-ce que je me trompe? Tu as conseillé les gens en direct dans ta carrière? J'ai commencé comme ça. Alors parle-nous ça. un peu de ça. Comment ça a commencé? À Lyon, hein? À Lyon, ouais. Alors, je vais préciser quand même, je suis lyonnaise, mais je suis... J'ai pas osé le dire, je te laisse le dire. Attention. Alors, grand moment, voilà, je suis née à Bourg-en-Bresse, je m'out, ça y est. Et on dit pas Bourg-en-Bresse, on dit Bourg-en-Bresse. Très important, très important. Sinon, c'est rattrapé au vol très souvent. C'est vrai. Très bien. Non, j'ai découvert la gestion de patrimoine, mais c'est un pur hasard. Moi, je faisais des études de langue. Alors, l'anglais, l'italien et le suédois. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais c'était tout à fait intéressé pour des séjours à la montagne. Oui, voilà. Non, on te casse pas, on a compris. Voilà. C'est une interprétation que je réfute. Voilà. Mais ceci étant dit, je faisais des études de langue. Et d'ailleurs, tout au long de mon parcours professionnel, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait 3 entreprises. Et à chaque fois, hormis Premium, bien sûr, qui est ma nouvelle maison et que j'ai choisie avec beaucoup de conviction, mais à chaque fois, ça a été des coups de cœur. Ouais. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Je faisais des études de langue, je n'étais pas passionnée, mais je ne savais pas que j'étais une vendeuse. Et je l'ai découvert parce que j'ai rencontré une amie sur un trottoir qui m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je suis à la fac. Et tu t'ennuies pas un peu ? Tiens, je vais te présenter quelqu'un. » Et c'est comme ça que je suis rentrée aux AGF. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, enfin d'entre vous, AGF n'existe plus, c'est Allianz maintenant. Allianz maintenant. Mais effectivement, j'ai commencé ma carrière dans le B2C et on m'a appris tout ce que je devais savoir. Et après, je me suis formée, j'ai passé des diplômes, mais c'est après que je suis devenue plus experte. J'ai fait à peu près 10 ans dans le B2C et effectivement, j'ai basculé dans le B2B chez MMA, dans la deuxième maison dans laquelle j'ai travaillé. Et là, ça a été vraiment l'environnement dans lequel je me sens
le mieux et dans laquelle, je pense, j'ai le plus de compétences aujourd'hui. Donc là, tu es passé à ce moment-là à l'animation de gens comme toi, à l'époque où tu étais chez AGF, quand tu es passé chez MMA. Alors, pas que comme moi, je suis passée à l'animation de courtier de CGP. C'était chez MMA, effectivement, où il fallait déployer le réseau de courtage par rapport à un réseau d'agents généraux qui était quand même assez important. Ouais. Donc, il fallait se lancer ce challenge et c'est là que j'ai commencé en B2B. Pardon. Donc là, tu as commencé à animer des indépendants. Absolument. C'est important pour la suite de ta carrière, évidemment, parce que c'est devenu vraiment le cœur de ton métier. Oui. Et ce savoir-faire, tu l'as d'abord acquis face aux clients, comme ça tu savais de quoi tu parlais. Ensuite, d'aller animer des agents généraux qui sont captifs, mais également les courtiers qui sont extérieurs. J'ai touché le micro, je vais me faire gronder. Bon, très bien. Ensuite, évidemment, il y a la grande expérience Primonial. On s'est connus à cette période-là. Qu'est-ce que tu as retiré finalement de la création finalement de l'Office by Primonial dont tu es à l'origine, qui est l'animation très clairement là d'indépendants, et puis la prise de direction générale où tu découvres un vrai nouveau métier en vrai. Alors tout ça s'est fait de façon progressive. Moi, quand je suis rentrée chez Primonial, j'étais... D'ailleurs, juste pour la petite histoire quand même, j'ai été appelée par un chasseur qui m'a dit « Je vous passe l'appel qui va changer votre vie ». Je peux dire aujourd'hui que ça a été exactement ce qui s'est passé. Donc je suis rentrée chez Primonial pour faire un travail d'inspection classique. Et moi, je suis un vrai produit Primonial, c'est-à-dire je suis montée avec la société. Et effectivement, j'ai appris plusieurs métiers. Animer en B2B, aller chercher à convaincre des CGP de travailler avec une offre qui, à l'époque, s'appelait Patrimoine, Management et Associés. Il ne faut pas l'oublier, ce n'était pas Primonial tel qu'on l'a connu. Oui, c'était avant 2010, si je peux me permettre. C'était en 2008. Oui, j'étais née, je te rappelle. Toi aussi, d'ailleurs. Je te remercie de me le rappeler. On fait très jeune, mais quand même. Donc, en 2008, on était Patrimoine, Management et Associés. Donc, on était... personne. On n'était pas attendu. Donc, il fallait quand même effectivement déployer beaucoup d'activités, beaucoup de convictions. Je pense que j'avais ces qualités-là. C'est pour ça qu'on m'a demandé de venir. Et là, j'ai découvert effectivement comment aller chercher plus. Parce que quand tu travailles chez MMA, c'est moins un sujet que de se présenter. On travaille pour une société qui est ancienne, qui a pignon sur rue. Il y a une enseigne aussi voilà, exactement. importante. Donc ça, c'est très formateur. Mais je l'avais déjà vécu en B2C quand il fallait que j'aille convaincre des clients. Donc, je peux te dire qu'en termes de prospection, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui m'effraie dans la prise de contact de gens que je ne connais pas. Je suis un peu passé par toutes les étapes. On est d'une génération où on est passé par là. On sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Voilà, de commencer les immeubles par le haut, d'adresser à la personne les paroles à tout le monde, ça, on sait faire. Donc, j'ai appris le métier de l'inspection. Je le connaissais déjà, mais là, vraiment renforcé. Et puis après, effectivement, quand à l'époque, Patrick Petitjean et André Camot m'ont dit, voilà, on a acheté une société qui s'appelle Patrimofi, il faut l'intégrer. Donc j'ai appris mon métier de l'inspection. Et après, effectivement, je suis passée sur une offre qui était un peu plus large. Primonial, il faut rappeler quand même que c'était, comme tu l'as dit, l'Office by Primonial, mais il y avait d'abord historiquement Primonial Partenaire, qui est la plateforme qui adresse un certain nombre de produits. Des produits by Primonial avec l'innovation dont on a pu faire preuve avec le fonds euro en immobilier, avec Target+, les SCPI, etc. Tout ça était vraiment l'offre Primonial Partenaire. L'Office, c'est autre chose. C'est une offre, effectivement, qui est en architecture ouverte, qui existe toujours et qui vient proposer du service. Donc du service réglementaire, c'est souvent la porte d'entrée d'ailleurs des CGP qui venaient chercher quelque chose, mais aussi un service de diligence produit, un service d'accompagnement middle, un service de commissionnement centralisé. Donc là, c'était très novateur. Très novateur. Ah ouais, non mais parce que tu étais chez Primonial Partner, directrice régionale, toujours à Lyon à l'époque. Oui, au départ, oui. Et à ce moment-là, ils t'ont confié cette idée, ou tu as apporté cette idée d'apporter des services, qui était quand même un virage important. À l'époque, c'était pas encore aussi évident qu'aujourd'hui. C'était un pari. Évidemment. On n'avait pas vraiment d'outils, donc on comptait aussi sur notre grosse capacité d'implication, sur les outils en place, puisque il y avait déjà des outils de segmentation, mais il fallait mettre en musique tout ça et proposer aux indépendants d'être sur une courroie de distribution qui était valorisante et qui leur permettait de se concentrer sur le métier qu'ils avaient choisi, voir des clients, les suivre et les conseiller. Faire leur métier et pas passer leur temps à faire de l'administratif, à faire de la réglementation, notamment de la réglementation. Exactement. On va en parler après. Okay. Et donc là, après l'office, direction générale de Primonial. Donc là, un nouveau métier. On gère toute la partie distribution de Primonial jusqu'à l'acquisition de Primonial par le groupe Cristal. C'est ça. Et donc là, une nouvelle aventure se présente à ce moment-là avec le groupe Premium. Exactement. Pour finalement diriger quoi et aller dans quel sens dans toutes ces cartes que tu as acquises au cours de ta carrière. Et donc là, j'inverse mon métier, puisque j'étais chez Primonial dans la distribution de solutions et dans le service. Et là, je deviens, donc chez Premium, je dirige le pôle CGP
Et là, effectivement, j'ai l'inverse. C'est-à-dire que je reçois moi-même des fournisseurs. Donc, mon travail aujourd'hui, il n'est pas que de recevoir des fournisseurs. D'ailleurs, même, c'est presque quelque chose qui est collatéral, puisque moi, je travaille avec des CGP qui sont associés dans le groupe Premium. Et j'ai coutume de dire que je dirige un centre de profit pour le groupe et pour les CGP qui sont associés, qui sont adossés au groupe Premium. Ouais. Hein, donc, peut-être rapidement quand même representer... On va en parler après. Voilà. Ouais. Donc, mon travail aujourd'hui, il est d'être au niveau d'un écosystème un peu... Toujours ce mécanisme de courroie, hein, de faire en sorte que les choses fonctionnent bien les unes avec les autres, mais plutôt en recul par rapport au travail du conseil en gestion de patrimoine. Et là, vraiment, encore une fois, dans le service, c'est ce que je sais le mieux faire, pour accompagner les CGP associés. Une notion de facilitateur du métier, et ça va être un vrai sujet dont on va parler sur le focus de l'activité, parce qu'on sait qu'on est en plein cœur de ces sujets-là. Dernière petite question sur ton parcours. Alors, ce n'est pas une question piégeuse, parce que tu as forcément beaucoup de gens qui t'ont inspiré dans ta vie professionnelle. Tu peux nous en citer un ou deux qui t'auraient dit quelque chose ou qui t'auraient, à un moment donné, au-delà du chasseur de tête qui t'a dit « ça va changer votre vie », est-ce que Patrick Petitjean, est-ce que Olivier Farouz, est-ce que Stéphane Vidal, les gens que tu as rencontrés ont été comme ça des moteurs, ou est-ce que finalement c'est des rencontres comme des autres et puis tu t'es nourri un peu de tout le monde? Eh ben, ma réponse est les deux. C'est-à-dire que d'abord il y a le coup de cœur. Alors, il y a le coup de cœur, effectivement, à l'époque, pour quelqu'un qui n'est plus là, mais chez AGF, qui m'a effectivement promis d'apprendre un métier, et c'est ce que j'ai fait. Il y a effectivement la rencontre avec Patrick Petitjean. Qui était un personnage, quand même. Qui était un personnage qui m'a dit « Tu viens tout de suite, tu démissionnes, je poste ta lettre ». J'ai dit oui, on est parti. Il y avait André Camot. Ouais. Bien sûr, comment faire sans Stéphane Vidal, avec qui j'ai partagé des moments... on ne parle pas de Stéphane autrement que dans des termes d'innovation, de push. Je dois citer. Vous avez grandi ensemble professionnellement avec le groupe Primonial. Alors, vous avez partagé plusieurs années. On va dire que j'étais dans sa roue et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire. Il m'a appris beaucoup de choses. Je dois citer Georges Nemes, avec qui j'ai appris à diriger une entreprise. C'est vraiment lui qui m'a donné les tuyaux. Créateur de Patrimophie, qui est une réussite exemplaire, on le voit ces derniers jours. Et puis Olivier Farouz, qui effectivement est un coup de cœur. Donc tous ces gens sont des gens avec qui j'ai eu une relation immédiate d'envie, de réciprocité. Je pense que c'est un peu le cas dans ce qui s'est passé. Et puis après, effectivement, de continuation, d'apprentissage, c'est vraiment inspirant. Des personnalités très différentes, mais ça va avec ton caractère, c'est-à-dire de s'inspirer de gens différents les uns des autres. Moi, j'ai un caractère assez éclectique, d'être dans un carcan, oui. En fait. Ouais. Très bien. Dommage de ne pas avoir eu de grande femme dans ce parcours, mais on est assez peu, encore aujourd'hui, dans le métier. Ça, c'est ton rôle, non ? D'aller évangéliser les femmes. Je ne sais pas ça, mais en tout cas... je ne suis pas féministe premier degré, c'est pas mon truc, mais je regrette quand même que les femmes soient... Alors, on a une profession qui se féminise, on va dire ça comme ça, c'est pas encore le cas, mais ça se féminise. Il y a beaucoup de jeunes femmes avec d'excellents profils. Bon, parfait. Merci beaucoup, Rachel. On va passer à la première mini-séquence. Je sais que tu attends ça avec impatience, je vais te faire tourner la roue. Allez, on y va. Allez Rachel, je vais te demander, comme les invités précédents et les futurs invités, parce que je suis ravi d'avoir cette séquence, est-ce que tu peux tourner la roue s'il te plaît ? Et selon la couleur, on choisira la mini-séquence à laquelle tu vas devoir répondre. Formidable. Alors fais attention, pas de pression. Alors, je tourne la roue. Oui. Ah ça, c'est une petite roue. Allez, bleu clair. Alors qu'est-ce qu'on a en bleu clair aujourd'hui ? Échelle de conviction. Ah ça c'est intéressant. Alors, de 0 à 10, à combien tu crois en... Et je vais te citer quelques phrases. On essaie de faire une petite réponse assez rapide. Pas trop de réflexion, mais beaucoup de sincérité. Alors, sur 10, à combien crois-tu en la pédagogie client qui est plus importante que la performance des fonds ? ISO 5. C'est la même chose. Donc tu penses qu'il faut les deux ? Ah oui. Ok. C'est ce qui a dirigé ta carrière et ta façon de faire ? Je crois que c'est aussi important d'être pédagogue avec un client que de lui proposer des choses qui sont rémunératrices. Évidemment. Même question, sur 10, est-ce que l'indépendance des CGP face aux assureurs doit rester une priorité absolue ? C'est très manichéen comme question, là, les deux. Une priorité absolue, je n'ai pas de conviction. On pensait que l'indépendance, c'était le fer de lance, mais l'indépendance... Un 5, pardon, encore une fois. Non, mais c'est bien, ça me va. Si t'es à l'aise, t'as le droit de répondre. Priorité absolue est trop fort. Il faut réfléchir à toutes les situations et toutes les perspectives d'avenir. C'est-à-dire que on va en parler juste après. Justement, c'est une bonne question finalement, parce que ça va nous aider à parler après. Tous les profils de CGP ne sont pas les mêmes aussi. Aujourd'hui, il y a une vraie mutation dans notre métier. Voilà, très bien. Sur 10, à combien crois-tu en l'IA est une vraie aide au conseil patrimonial et pas une menace ? Parce que ça, on l'entend quand même. Alors, ce n'est pas une menace, mais c'est une aide, une vraie, je ne sais pas. 3.
3 sur 10. Oui. Ah d'accord, donc il y a encore du travail, quoi. Avec moi, avec l'IA, sans doute. Pareil, sur 10, alors là, c'est une question un peu capillotractée, mais enfin, c'est pas grave. Les produits structurés devraient occuper une place plus importante dans les portefeuilles, de 0 à 10. En gros, est-ce que tu penses qu'il y en a trop ou pas assez? Je pense que, je vais te faire une réponse comme d'habitude, pondérée. Il en faut, et il faut diversifier son portefeuille, donc 5. 5, rien sur du 5. Pareil, même question pour le private equity. Tu penses que c'est sous-coté, sur-coté, qui est une autre mini-séquence, normalement? Oui, 5. 5 aussi? Oui, tout dépend de l'offre, de la qualité de l'offre, de la pondération dans le portefeuille, du profil client. On reconnaît la facilitatrice qui essaie d'équilibrer pour tout le monde. Allez, une dernière petite question. Sur 10, à combien est-ce que tu crois que les CGP devraient facturer plus de conseils et moins de produits? Alors, normalement... Ah, là, je suis convaincu. 8. 8, d'accord. Oui. Donc, tu penses qu'ils ne facturent pas assez de conseils aujourd'hui? Alors, c'est une profession qui n'est pas encore... Ça n'est pas un jugement de valeur, mais Ouais. c'est un fait. Ouais. Et c'est sans doute dommage, à l'instar des professions réglementées. Alors, les CGP ne sont pas une profession réglementée. Mon avis, tu sais que la réglementation c'est est quand même dommage. relativement Oui, longue. alors c'est régulé, mais c'est pas Ouais, réglementé. ouais. Et sans doute, effectivement, il faudrait plus de conseils pour que le métier soit établi en tant que tel. Ouais. Quand on va chez un notaire, un avocat, on se pose pas la question de savoir si on va être facturé. C'est pas faux. Et chez un CGP, ça devrait être la même chose parce que le conseil est précieux. Les clients ont du mal à accepter cette notion de facturation. Oui, sans doute, ouais. parce qu'effectivement, il n'y a pas cette notion de réglementation du métier, il n'y a pas d'ordre et il n'y a pas le clic qui se fait dans la tête des clients. Et pourtant, je le redis, il y a quand même toutes les contraintes finalement d'un ordre, voire même plus que les contraintes d'un ordre. Ouais. Moi je suis convaincu, c'est un vrai avantage sans doute. Merci pour cette première mini-séquence. Rachel, maintenant, si tu es d'accord, on va parler un peu actualité, puis focus activité quand même, parce qu'il y a quand même des nouveautés, puis moi j'ai envie de parler quand même du groupe Premium. Mais d'abord, est-ce que tu peux me donner ton sentiment? Comment va le métier de la gestion de patrimoine selon toi dans le contexte actuel? Moi je trouve qu'il se porte extrêmement bien. On a tous les jours des demandes. Enfin, quand tu regardes déjà le ratio d'installation, il y a toujours des CGP qui s'installent. Le métier est en pleine transformation, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et aujourd'hui, on peut l'exercer de multiples façons. On voit beaucoup de profils qui se reconvertissent. Non, moi, je pense que le métier de la gestion de patrimoine va très bien en France. Il y a des parts de marché à prendre en plus dans l'absolu. Énorme. Énorme, on est encore loin d'avoir pris on est la très, place très qu'on loin. devrait avoir prendre. Oui, très bien. 450 000 banquiers, 5 000 CGP. Grosse masse. Il y a encore de la place. Il y a quelques banquiers qui vont devenir CGP sans doute. Il y en a beaucoup déjà. Ouais, on voit dans les reconversions des banquiers ouais. privés qui ont décidé de prendre leur destin en main et leur capacité de conseil, de l'exercer au profil de l'indépendance. Il y en a beaucoup. Alors justement, c'est quoi les enjeux actuels pour notre profession selon toi? Parce que je me mets à la place d'un jeune qui démarre ou je me mets à la place d'un banquier privé qui veut se mettre à son compte. C'est quoi? C'est la réglementation, le gros sujet? C'est la concentration, l'innovation? On parlait de l'IA. Ou est-ce que c'est un peu tout ça, tu vas me dire peut-être? Comment tu vois les choses? Alors moi, je ne commencerai pas par là. C'est d'abord, il me semble... Ce que je disais quand je présente mon métier, c'est le rôle qu'on a joué dans la gestion de l'argent des gens. Je dis l'argent au sens large, parce que effectivement, la constitution d'un patrimoine, sa gestion, aujourd'hui, tout le monde, je crois qu'on est le 11 septembre, ce qui s'est passé hier est quand même assez symptomatique. Je lisais il n'y a pas longtemps un interview de quelqu'un qui disait à 3 150 € par mois, un Gen Z disait je ne suis pas trop payé, je ne gagne pas bien ma vie. On a un petit décentrage là en termes aujourd'hui. L'argent, c'est combien? On est riche à combien? C'est très compliqué. Donc, la première mission, sans doute, d'un conseiller en gestion de patrimoine, tel que nous, on l'envisage dans nos métiers et les gens avec lesquels on travaille au quotidien, c'est qu'est-ce que je peux apporter aux clients, quels que soient les clients. Ça, il me semble que c'est fondamental. Les CGP, aujourd'hui, adressent toutes les populations. On a vraiment des typologies de compétences, de CGP. Alors après, tout le monde n'adresse pas dans son cabinet tous les profils, mais on va dire que globalement, tous les CGP ont à cœur de s'adresser à tout le monde. Et spécifiquement aussi dans le groupe Premium, on a des réponses pour tous les profils et toutes les bourses. Donc pour moi... Ça c'est dit, comme ça c'est placé. Mais oui, mais c'est important. On va y revenir, t'inquiète pas. Mais je sais que tu vas y revenir. Non, mais c'est fondamental parce que la gestion de l'argent, elle n'est pas dédiée qu'aux gens qui ont déjà de l'argent. Je disais tout à l'heure en rigolant, ceux qui sont riches ou ceux qui veulent le devenir, mais c'est exactement ça. Être riche, c'est pas une fin en soi, c'est juste comment est-ce que je fais aujourd'hui pour, dès que je fais de l'épargne, cette épargne me rapporte avec les convictions que je peux poser, parce que ça aussi, c'est un nouvel enjeu du monde des CGP, qui n'a pas encore tout à fait capté la banque. Mais donc, notre première mission, c'est quand même de pouvoir apporter des réponses à la gestion de l'argent. La deuxième chose, effectivement, c'est de faire avec les contraintes qu'on nous impose. Alors là, les CGP ont une longueur d'avance, parce que rappelons quand même que la réglementation s'est durcie, mais elle s'est durcie plus vite au niveau de l'indépendance. Tout ce qui est CGP indépendant a été bien plus concerné, et très vite, par le CIF,
toute la réglementation que la banque, qui Le lobby aujourd'hui a était moins rejoint. puissant aussi, évidemment. Et oui, malheureusement, mais on fait avec ce qu'on a. Mais par le fait, c'est aujourd'hui un atout, parce qu'ils sont beaucoup plus aguerris, beaucoup plus formés à être en pédagogie avec leurs clients, et de leur dire oui, ça peut paraître barbare, mais c'est quand même aussi un phénomène de réassurance. Quand on explique à un client ou à un prospect, écoutez, moi je fais un métier sérieux, bien sûr, ce que je vais vous demander, ça peut être parfois pénible, et pour placer, et pour déplacer, parce que c'est souvent ce qui est opposé par les clients. Mais n'empêche que je suis régulée par 2 autorités de tutelle et c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire que moi, je fais un métier dans lequel on me contrôle très régulièrement sur ce que je fais. Si on ne vous le demande pas, c'est que c'est louche un peu. Ou en tout cas, c'est insuffisant, on va dire. Ça paraît clair. Donc, moi, je trouve c'est un vrai argument. Ce sont des éléments de rassurance. Maintenant, à nous, peut-être, professionnels du service, dans tout ce qu'on propose, de faire en sorte que tout ça soit dans une mécanique très souple au niveau des questions clients, de la gestion des documents, et de faire en sorte qu'on pose à son client peut-être 1 fois, 2 fois les bonnes questions. Ça, c'est quelque chose qu'on tend à faire, mais c'est assez difficile. Mais je me mets bien à la place d'un CGP qui doit retourner voir son client plusieurs fois pour demander des choses. On tend effectivement avec les fournisseurs, assureurs, enfin tous les providers de solutions, à être les plus souples possibles et les plus directs possibles. C'est ça peut-être l'enjeu difficile. Mais justement, alors c'est pas une question piège, mais on va pas les reciter encore, les pauvres, mais il y a un grand acteur en termes de CRM et d'outils de la gestion de patrimoine qui a eu un petit sujet juste avant l'été de hacking. J'ai cru comprendre que vous étiez équipé de votre propre outil, vous aviez développé un propre outil au sein du groupe Premium, parce que l'importance pour toi des outils et des services, elle est devenue fondamentale pour les CGP? Pour moi, c'est l'axe, c'est le pivot même qui laisse du temps pour le conseil. C'est-à-dire qu'avant même que d'avoir du temps pour exprimer tout ce qu'on a choisi comme métier, c'est-à-dire voir un client, le conseiller, le suivre pour des générations, avec les générations. Je reviens un peu sur ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a eu l'acteur industriel du métier. Alors attention, c'est un risque cyber contre lequel personne n'est prévenu. C'est ce qu'on a déjà dit sur ce plateau. C'est très important. Sans outils, moi, il me paraît très compliqué aujourd'hui, de rendre les comptes qui sont attendus par les régulateurs, et de travailler sereinement. Donc, y avoir un outil qui, dès la connaissance client d'un prospect, tout au long de sa vie, au moment où je le découvre, où je lui fais des propositions, où je lui fais des solutions, ces solutions doivent venir dans des documents qui sont agrégés, que je puisse surveiller les flux, entrant, sortant, les arbitrages. Enfin, je vous fais pas toute la vie. Porter les actions commerciales aussi, c'est porter important, toutes les actions, permettre à mes collaborateurs d'être aussi dans une démarche qui est très cadrée, mais avec lesquelles je peux échanger jusqu'à vraiment... Enfin, toute la vie du client, ça, c'était indispensable pour nous. Donc, hier, on a fait un communiqué de presse avec un outil qui s'appelle Wealth Dynamics. Je peux en parler puisqu'on le présentera à Patrimonia. On l'aura présenté, je ne sais pas quand est-ce que ça sera diffusé, mais c'est un outil extrêmement structurant dans la démarche et avec le client et de la gestion du cabinet et de la relation client. C'est indispensable à mon sens, encore une fois, pour pouvoir consacrer sa force intellectuelle et sa capacité à convaincre sur le client, en sachant qu'on est backé par un outil qui fait tout ça. Mais c'est un outil interne, là, pour le coup. Non, vous passez pas par un... c'est un outil externe. Wealth Dynamics appartient à Indo-Suez. C'est ça. Mais c'est un outil qu'on a choisi que pour vous. Le pôle CGP du groupe Premium. Oui. Okay. Non, mais justement, ça peut être rassurant, même c'est pas contre eux du tout, mais ça pourrait être rassurant dans le contexte actuel aussi, quelqu'un qui veut rejoindre le groupe Premium, de se dire, voilà, on a un outil qui n'est pas le même que les autres, qui n'est peut-être pas encore visé, qui pourrait l'être demain par les hackers, évidemment. Mais ça peut être aussi rassurant d'avoir une nouvelle approche de ce qu'est un outil, de ne pas forcément choisir entre les grands acteurs qui sont déjà là depuis un certain temps. Pour moi, c'est fondamental. C'était ma question. Oui. Parce que l'innovation, elle est aussi intellectuelle, elle n'est pas que technologique. C'est aussi de changer son paradigme et sa façon de fonctionner. On a tous utilisé déjà des outils depuis plusieurs années. Bien sûr. Et c'est bien de s'intéresser à de nouveaux outils qui ont une nouvelle approche et une nouvelle vision de la relation client aussi. Même si cet outil, il passe quand même par toutes les étapes indispensables. Évidemment. Simplement, effectivement, agrémenter, tu parlais d'intelligence artificielle, c'est pas moi qui pilote le développement de l'outil, et tant mieux, mais il y en a à tous les moments. On essaye de glisser des choses très pragmatiques. Dès qu'on sort d'un rendez-vous client, pouvoir appuyer sur la bonne case avec le micro pour pouvoir dicter. Et là, l'intelligence artificielle reformule. On gagne un temps qui est fantastique. Et ça, c'est au profit, encore une fois, de la relation. Rédaction, de l'agrégation, tout ça, c'est la base de l'intelligence artificielle. C'est super. Et je dois ajouter un truc très important, c'est que cet outil, il existe déjà, il est en fonctionnement dans la banque privée. Et nous le mettons à la main des conseillers en gestion de patrimoine associés du groupe Premium. Et pour ce faire, c'est là où la force du collectif et la consolidation a aussi un sens que moi je trouve magique. C'est que 3 CGP, 3 profils différents qui sont associés au groupe Premium s'impliquent énormément dans le développement pour que chacun soit sûr que, quel que soit son modèle de cabinet, de distribution, de client,
ils trouvent dans cet outil... La remontée terrain est beaucoup plus elle ouverte, est fondamentale. évidemment. Et donc, ils se sont beaucoup impliqués. Très bien, et je tiens à les remercier pour ça, d'ailleurs. Eh ben oui, mais c'est le principe de l'auto-laboratoire, en fait. Tu peux auto-tester ton système. Et tu te challenges entre CGP, qui n'a pas le même modèle, et pourquoi tu veux faire ça, et pourquoi moi je le ferais, et pourquoi je le ferais pas. Alors, dans les enjeux, évidemment, actuels, on en a parlé avec un de nos grands confrères, bien sûr, il y a la concentration. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement du groupe Premium, du développement du groupe Premium et des enjeux finalement de ta feuille de route à toi? Alors déjà, pour faire la grosse image, le groupe Premium, c'est un groupe qui a fêté ses 25 ans cette année. Oui. Donc il a été créé par Olivier Farouz, qui le dirige toujours. C'est un groupe qui a été créé et aujourd'hui dirigé par ses fondateurs, c'est très important. C'est un groupe d'entrepreneurs, toujours aux manettes et toujours très concernés. C'est un groupe qui a une dynamique incroyable, une croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années. Pour donner les grands chiffres, justement, c'est 17 milliards sous gestion, c'est 347 millions de chiffres d'affaires l'année dernière, dont 97% en croissance est embarqué en organique. Ouais. Donc c'est assez C'était puissant. C'était une des questions, très puissant c'est comme pas que mécanique. l'acquisition. Ah, mais surtout pas d'ailleurs. Contrairement à d'autres modèles qu'on ne rediscute pas. Mais oui. Il en faut pour tout le monde, et on en parlera tout à l'heure. Donc 3 grands métiers dans le groupe Premium. Le métier historique qu'on appelait le courtage, c'est-à-dire la distribution de solutions et le conseil en épargne retraite. Donc là, avec un réseau assez puissant de conseils, puisque le groupe Premium, c'est presque 1900 collaborateurs, dont 700 sont associés au groupe. Très important aussi. Donc vraiment cette culture entrepreneuriale et de conseil dans l'épargne et dans la retraite. Le deuxième métier, c'est la gestion d'actifs avec Fleurnoy-Ferry, qui est une belle maison de gestion, plus un broker en produits structurés, donc e-Capital, que tout le monde connaît, c'est aussi un élément dans le CGP, dans le conseil en gestion de patrimoine, il a beaucoup de clients. Une usine financière, Neolife, 3 super garçons avec vraiment une mécanique intellectuelle qui va très vite et qui fait de la production de l'ingénierie financière pour les solutions. Et le pôle CGP qui a été créé il y a 3 ans. Donc là, pour embarquer effectivement un nouveau développement qui est prégnant dans le marché, et il fallait que le groupe Premium se diversifie parce qu'en tant que groupe sur lequel il y a plusieurs compétences, il fallait aller sur ce marché. Donc cette unité-là, c'est celle que tu diriges? C'est celle que je dirige depuis le mois d'avril, où effectivement on a de grosses ambitions. Bon, d'abord de continuer à consolider le marché, avec un modèle qui est un peu différent quand même de certains de mes confrères et d'autres groupes. Dans le groupe Premium, on demande, d'abord ceux qui nous rejoignent sont des entrepreneurs, comme ce qui occupe la direction du groupe Premium. C'est des gens qui veulent continuer à développer. C'est important. Et c'est des gens qui veulent faire comme le groupe Premium, se multiplier 3 à 5 fois dans un délai court. Donc, une très forte dynamique et avec les dirigeants à la tête. Donc, nous nous associons en prenant des participations majoritaires et on a donc des positions qui sont régionales et nous souhaitons que ces régionaux de l'étape, donc aujourd'hui, le premier qui a rejoint le pôle Premium, c'est Renard, partenaire qui est à Lille, enfin pas tout à fait, qui est juste à côté. Et puis il y a Hélène Linard, donc Linard Charbonnel à Toulouse. Et puis après, je vais les citer dans le désordre. Mais aujourd'hui, donc, au-delà de ces 2 cabinets, donc Renard Partenaire, Hélène Linard avec Linard Charbonnel, il y a le groupe ID, il y a Cefima, il y a Valetis, il y a le groupe Forward à Paris, il y a Aengui et Associés dans l'Est, et puis 2 family office qui sont Agami, qui a été agrégé par Léon Capital. Léon Capital, dont on peut souligner quand même en tant que family office, qui est le 2e plus gros en cours moyen, 40 millions par client derrière JP Morgan. Ouais, des jolies Donc familles, là, quoi. des jolies familles. Bon, on a une activité, comme tu l'as compris, qui est effectivement assez diversifiée sur le monde des CGP, mais la constante, c'est vraiment des entrepreneurs qui ont envie de se développer. Et donc, on recherche ces profils pour continuer de se développer. On n'a aujourd'hui pas de position en Bretagne, pas de position en Rhône-Alpes, pas de position en PACA, même si vous vous doutez bien tu te doutes bien qu'on discute avec des gens. Mais voilà, donc on est très ouvert sur ce profil, très très important pour nous. Donc la concentration est quand même un vrai sujet, même si la croissance externe, pour être très clair, n'est pas le modèle initial de Premium, c'est devenu un sujet également de développement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceux qui vendraient une partie de leur capital à Premium, ou qui l'ont vendu d'ailleurs à Premium, ne le font pas pour sortir, mais pour grandir, pour continuer. Oui. Donc il y a une vraie dynamique. Pour continuer un développement soutenu, très dynamique. Il y a dans ce groupe, vous êtes happé par la puissance, la dynamique de travail, de réflexion, ça pousse. Ouais. Moi, j'adore. C'est vraiment ma première rencontre avec... alors, Olivier, je le connaissais déjà parce qu'on fréquentait certains cercles. Mais vraiment, la première rencontre, ça a été... Voilà, c'est évident. Ouais. On a les mêmes envies, les mêmes façons de faire. C'est un groupe qui est très puissant et qui aspire la dynamique. Didier Zerbib, qui dirige Cap Finance, waouh. Ouais.
moi, je rencontre des entrepreneurs qui ont envie et qui sont toujours avec la même énergie. 25 ans après, c'est ça qui est fou. C'est puissant. Ouais. Ok. Je finis juste là-dessus sur le groupe. Évidemment, la concentration, ça veut dire observer le métier, observer la profession pour trouver des opportunités et surtout des entrepreneurs qui auront l'ADN, parce qu'évidemment, ça ne peut pas s'absorber aussi facilement que ça. Ça passe aussi, et je sais que tu en parlais un petit peu tout à l'heure, ton rôle va être d'élargir aussi un peu les partenariats auprès des assureurs, auprès des sociétés de gestion, c'est d'ouvrir un peu l'offre. Tu parlais un peu de rencontrer les fournisseurs tout à l'heure. C'est quoi? C'est renforcer ceux qui sont là. C'est leur demander, je précise ma question, des choses plus personnalisées parce que la force de frappe du groupe est de plus en plus grande? Ou est-ce que c'est de se dire, je vais m'ouvrir à d'autres partenaires pour avoir d'autres solutions? Alors, pardon, tout ça, c'est non. Voilà, c'est-à-dire ça, que... c'est fait. Mais oui, ça aussi, c'est très important de le comprendre. Moi, je travaille avec des conseillers en gestion de patrimoine qui sont indépendants au sens du conseil. C'est très important. Capitalistiquement, ils ont fait un choix de s'adosser à un groupe plus puissant. Je ne l'ai pas précisé non plus, mais c'était évident dans la démarche du groupe Premium d'avoir des fonds d'investissement. Vous savez que Premium a 3 fonds d'investissement, c'est très important, Montefiore Investment, Eurazeo et Blackstone, qui sont des partenaires actifs avec lesquels leur relation est vraiment excellente. Et c'était un axe de développement, comme les autres, certains de mes confrères et les autres consolidateurs du marché sont accompagnés. Et évident. Effectivement, dans notre réflexion, ça, quand on va chercher des entrepreneurs, on leur explique tout ça. Et pour revenir sur l'indépendance du conseil, il est très important de ne pas se tromper de métier. C'est eux qui savent mieux ce dont leurs clients ont besoin. C'est eux qui savent mieux, entité par entité, cabinet par cabinet, ce dont ils ont besoin comme solution pour les clients. Moi, mon rôle, c'est une fois qu'ils ont défini leur périmètre de jeu, qui est forcément commun pour certaines offres, mais forcément différent pour d'autres, c'est d'aller effectivement, pour leur faire gagner du temps, toujours dans mon esprit de facilitation, rencontrer les fournisseurs, que je connais pour la plupart, et de faire quelque chose sur mesure pour le groupe Premium. De là à construire des offres sur mesure pour le groupe Premium, non, on n'est pas dans cette dynamique. Non, je pensais plus au partage. C'est-à-dire que, je dis une bêtise, sur ta dizaine de partenaires intégrés, qui restent indépendants dans leur sélection, il y en a qui vont être plutôt private equity, plutôt structuré, enfin, avec des savoir-faire. Et ça te permet, toi, de passer le ballon, finalement, entre ceux qui savent faire et ceux qui ne connaissent pas encore, avec cette confiance. C'était ça, en fait, mon idée. La grande chance qu'on a déjà dans le groupe, c'est d'avoir deux, dans la gestion d'actifs. En interne, évidemment. En interne, on a Flornoy-Ferry et Capital qui sont là pour qu'on fasse des synergies avec eux, donc ils nous supportent beaucoup. Ils ont effectivement des solutions qui sont des solutions qui se vendent bien sur le marché, puisqu'ils vivent leur vie en tant que société de gestion de façon indépendante. Et oui. Mais quand on est dans un groupe intégré, effectivement, on collabore ensemble et la synergie elle s'applique à plein. À côté de ça, effectivement, il y a d'autres acteurs formidables. Et l'aide que je peux apporter, c'est, comme tu le dis, d'aller trouver des solutions qui sont les plus importantes. Mais encore une fois, c'est souvent les CGP, parce que moi, je n'ai pas pour rôle de faire un filtre à l'entrée. Je pense que d'abord, certaines solutions s'imposent d'elles-mêmes parce qu'il y a des acteurs qui sont évidents dans le marché. Il y en a d'autres qui le sont moins, et on le sait. Donc ça, elle s'écarte toute seule aussi. Et puis, entre les deux, effectivement, il y a des nouveaux acteurs. Et c'est là où la force d'un groupe est importante. Quand vous avez des activités régaliennes comme le juridique, le réglementaire, ce qui est le cas d'un groupe premium, ça nous permet de faire des diligences qui seront du temps vraiment gagné pour nos associés. De le rappeler, ça. Ah, mais c'est très important. Ça nous permet de dire, oui, telle offre, elle est séduisante, mais attention, un peu jeune, un peu short là-dessus. Enfin, là, on joue notre rôle à plein de vigie, parce que d'abord, nous sommes associés, et que le réglementaire est un réglementaire juridique, pour moi, sont des domaines régaliens. Donc, chez Premium, on l'applique. Non, mais on rejoint ton savoir-faire aussi. C'est que le CGP, à ce moment-là, qu'il soit interne au groupe Premium ou que ce soit un indépendant partenaire capitalistique, il fera son métier grâce à ça. Oui, il fera plus son métier, parce qu'il sera réassuré, il sera obligé quand même. Il sera serein. Mais il pourra se très bien. Merci Rachel. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le groupe Premium? Est-ce qu'il y a une petite nouveauté un peu secrète dans les prochaines semaines ou rien du tout? Mais je t'ai donné toute mon actualité avec Wealth Dynamics sur le pôle CGP. Ça coûte rien. Mais chez Premium, il n'y a que des nouveautés, des actualités. Et bien oui, parce que comme je te l'ai dit, c'est un groupe qui est extrêmement dynamique. Après, je ne suis pas dans la tête d'Olivier. Je sais qu'il fourmille de projets. Et ça sera à lui de peut-être t'en parler d'ailleurs. Alors attends, parce que j'ai une question. Allez Rachel, je te fais tourner une deuxième fois la roue. On essaie de pas tirer le bleu cette fois-ci. Je fais ce que tu veux. Ouais, on essaye, vas-y. Voilà, je te fais un petit jaune. Alors le jaune. Ah, The Big Three. Attention, parce que c'est mon accent anglais, j'y tenais absolument. Alors là, on va essayer de faire spontané. Et tu as le droit de me répondre que la question ne te convient pas. Les 3 qualités pour diriger une boîte. Je m'accorde un mi-temps de réflexion. Les 3 qualités, sans doute, la vision stratégique,
l'innovation et la capacité à décider. Décider. Très bien, très juste. Alors là, plus on descend d'une étape, les 3 qualités pour diriger une équipe. Haha. Toujours la vision, expliquer la vision. L'exemplarité, oui. ça me paraît fondamental. Et, ah bon, tu y tiens, ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on dirige une équipe, 3 qualités, être bienveillant et à l'écoute. Ce qui ne veut pas dire être amolo, hein, mais être bienveillant et à l'écoute. Il faut savoir décider aussi. Toujours. Non, mais c'est intéressant parce que finalement, toi, tu as fait les deux. Tu as beaucoup managé de gens et puis tu as aussi managé des unités de production. Et c'est pas le même rôle, en vrai. Mais je pense qu'il y a quelques années, alors sans doute l'âge, mais j'ai changé de point de vue sur la direction et le management. Oui, évidemment. Le jour où tu deviens manager et directrice. Non, mais je manageais sans doute de façon plus dirigiste, parce que c'est ma nature. Mais aujourd'hui, je suis sans doute plus attentive et je te dis, c'est l'âge. Non, mais le monde a changé aussi. Et oui, la verticalité du management était plus évidente il y a quelques années. Maintenant, on est devenu sur une horizontalité peut-être un peu plus. Eh bien, la qualité d'un manager aujourd'hui, s'il a des équipes d'âge différents, c'est sans doute aussi de savoir s'adapter. Ok. Les 3 KPIs les plus importants dans ton quotidien, c'est-à-dire les trois données qui te dirigent dans ton quotidien professionnel. Ce que je regarde. Est-ce que tu regarderais naturellement ceux que tu veux regarder? La première chose, c'est l'activité. Parce que je crois que quand on travaille, forcément, ça marche. Et puis après, en chef d'entreprise, je regarde le chiffre d'affaires et la marge. Évidemment. C'est original, mais ça va parler, je pense, à beaucoup de nos auditeurs et spectateurs. Bon, la question piège, je sais que je vais me faire envoyer bouler, mais je vais la poser quand même. Les 3 livres que tu nous conseilles. Voilà. Je vais pas dire tes préférés, parce que je sais que tu vas me dire d'aller me faire voir. Mais les 3 livres que tu nous conseillerais en ce moment, c'est-à-dire en gros, quel est ton mood un peu en ce moment pour t'évader? Je vais te plomber l'ambiance. Alors, non. Alors, les 3 livres, j'aurais des difficultés parce que moi, je lis énormément et tout ce qui me passe par la main. Non, peut-être un livre le dernier que j'ai lu, très émouvant. C'est pour ça que je vais dire, j'ai lu L'homme seul de Frédéric Becbédé parce qu'il a perdu son père et moi aussi. Et je voulais savoir s'il y avait des gens qui souffraient autant que moi. Comment les autres le vivent, en fait. Okay. Et j'ai eu ma réponse. Ça m'a permis d'évacuer un peu certaines choses. En revanche, je peux dire un truc quand même, c'est il faut continuer de lire. L'outil livre est magnifique, il s'emmène partout et ça fait sans doute du bien aux yeux. Non, mais moi je lis beaucoup et c'est quelque chose qui me tire vers l'eau. Et s'il y a d'autres livres qui te viennent à l'esprit comme ça, même s'il y en a plus que 3, mais des choses un peu incontournables, que t'emmènerais sur une île déserte? Oh ben non, mais sur une île déserte, j'aurais pas assez d'une valise. Alors sans doute un dictionnaire, parce que comme ça, je serais jamais lassée de lire, de découvrir des nouveaux mots et de lire. Oui, ça s'arrête jamais. Ben non, ça s'arrête jamais. Et puis une fois que tu as fini, tu recommences. Bien sûr. Non, les livres que je lis, moi je relis toujours les grands classiques. Je pense qu'on se trompe jamais en lisant des classiques. Il y a des choses un peu plus hard aujourd'hui, mais non, je lis tout. Parfait. Allez, pour finir sur ce Be Free, c'est une question piège, mais j'y tiens parce que ça me permet de faciliter la vie. Les 3 personnes que tu me conseilles d'inviter pour Track Record, pour être assise à ta place. Normalement, je la pose plus tard la question, mais là, elle est dedans. Alors déjà, si tu me permets, des filles, voilà. Parce que je crois que, jusqu'à maintenant... Mais moi, j'ai plein de gens formidables. Je ne peux pas me limiter. Donc, je vais te donner des femmes que moi, je connais. Alors, je ne vexerai personne, mais je ne sais pas, des Bettina Ducas, Gaëlle Elgouarch, Audrey Poli, des femmes que tu connais aussi. Mais j'en connais plein. Et les filles, manifestez-vous, appelez Stéphane Van Nuffel, je veux dire. Mais il faut inviter les femmes brillantes de ce métier, parce qu'il y en a beaucoup. Ariane Tardieu, Sonia Fendler, Virginie Fauvel. Enfin, je vais pas pouvoir toutes les citer. Mais un peu de diversité, messieurs, parce que toutes les émissions que je vois en ce moment, j'en profite pour taguer un peu. Ouais, mais il faut être honnête, la profession reste encore à plus de 80%. Oui, mais il faut chercher. Faites-vous violence un peu. Cherchez les jeunes femmes brillantes, il y en a beaucoup. Elle me dit ça, moi. Moi, je vais pas me faire violence trop longtemps. Merci Rachel pour cette réponse de mini-séquence. Allez Rachel, on va parler un petit peu de convictions. Alors ça peut être des convictions professionnelles et des convictions personnelles. J'ai préparé évidemment une question pour te taquiner un peu, parce que sinon c'est pas drôle. Alors Lucas, qui m'aide à monter cette émission, a trouvé que tu avais dit être investi d'une mission de pédagogie et de réassurance à l'époque, parce qu'on est dans un environnement instable. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore d'actualité? Est-ce que tu penses réellement être investi d'une mission? Je te taquine. Tu aimes ton métier à ce point-là? Alors, sans me prendre pour un messie, c'est ce que je t'ai dit depuis le début. C'est-à-dire que moi, je crois profondément qu'on doit être très respectueux par rapport à l'argent des gens
Et oui, c'est une mission, mais je le suis personnellement, Oui, bien sûr, mais je crois que notre écosystème, c'est quand même quelque chose qui préoccupe les CGP au sens large. On fait ce métier en indépendant parce qu'on a vraiment envie d'être au mieux et le meilleur conseil pour les clients. Donc oui, je trouve que c'est une mission importante. Non, mais c'est important parce que moi, je partage cette avis-là. Mais je trouve c'est un peu christique, ce que tu dis. Pardon, non, mais c'est si j'ai dit vraiment ça, en fait, c'est le mot investir d'une mission qui nous a fait sourire parce qu'en fait, on sait qu'on s'investit tous de cette mission. Mais je te remercie en tout cas d'avoir pressé. Alors, comment est-ce que tu vois ton métier, notre métier, même si on ne fait pas tout à fait le même et qu'on n'a pas fait toujours le même dans notre vie, dans 10 ans? Voilà, ça pourrait être dans 5 ans ou dans 10 ans, mais comment est-ce que tu le vois évoluer aujourd'hui? Alors, je l'espère évoluer vers plus de présence. Encore une fois, il faut que le métier du conseiller en gestion de patrimoine, au sens du conseil, reste indépendant. C'est extrêmement, extrêmement puissant. Après, aujourd'hui, le métier se diversifie. Il y a plein de gens qui se reconvertissent. J'espère surtout qu'on aura des très jeunes CGP. Moi, il y a un truc qui me préoccupe, c'est comment est-ce qu'on va parler aux Gen Z, comment on va leur expliquer qu'il faut placer leur argent. Pour ceux qui, depuis tout à l'heure, se posent la question, c'est la génération Z, les Gen Z. Je précise pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, je pense que tout le monde le savait sauf toi. Hein. Ouais. Les gens sont encore sur les millennials. Oui, c'est une... Je me rappelle de quelqu'un qui m'a dit de souvent préciser quand les gens disaient des acronymes et que c'était pas clair. Donc tu exagères. Alors, pardon. Ouais. Mais effectivement, je pense que notre prochain enjeu, comment est-ce qu'on va adresser ces clients qui ne nous ressemblent pas du tout? Moi, je ne sais pas parler aux copains de mon fils pour placer de l'argent. Donc, un des gros défis, mais ça sera le même pour les banquiers, mais prenons de l'avance, comment est-ce qu'on a des collaborateurs qui ressemblent aux cibles qu'on souhaite atteindre? Parce qu'aujourd'hui, on a dans le conseil en gestion de patrimoine, quand même, on détient les gens qui ont de l'argent. Les gens qui ont de l'argent, c'est des gens à qui on sait parler, c'est nos pères, c'est les gens qui sont nos parents, nos grands-parents. Mais comment est-ce qu'on adresse les générations d'en dessous quand on ne pratique pas les mêmes placements, quand on ne parle pas la même langue, quand on n'a pas les mêmes réflexes? Et ça, je pense que c'est un vrai enjeu. Si les conseillers en gestion de patrimoine, les cabinets regardent pour former des gens et acceptent aussi, un des vrais enjeux, mais de n'importe quel métier, c'est d'apprendre des choses aux générations descendantes, mais d'accepter, d'écouter et d'apprendre des gens qui sont en dessous. Surtout qu'il y a une grande mutation là, qui va arriver dans les prochaines années sur les boomers. Il va y avoir une grande transmission qu'on évalue à quasiment 600 milliards d'euros. C'est-à-dire énorme, mais qui va aller, c'est vrai, alors pas forcément que vers... la génération Z ou les millennials qui sont un peu plus âgés. Mais il va y avoir une grande transmission de ces fonds. Donc il faut que les CGP ont un vrai coup à jouer là. Pour le coup. Puis il faut que l'argent reste dans les environnements qu'on connaît. Et ça, c'est la préoccupation. Donc il me semble qu'il faut... ça, c'est un énorme enjeu de la profession. Comment mieux que les banques, on va adresser ces clients, ces futurs clients, puisque ce sont potentiellement des héritiers, sans faire mourir personne, mais c'est vraiment ce qui va se passer. Comment on va leur parler? Quels sont les produits? Donc, quelle est l'innovation dont on va faire preuve avec nos partenaires fournisseurs, donc au sens large? Et comment est-ce qu'on va adresser ces populations? Pour moi, c'est ça. Comment le métier, dans 10 ans, va arriver à continuer de pouvoir adresser des gens qu'ils n'ont pas forcément en tant que clients aujourd'hui? Et comment on va faire pour éviter de laisser filer ces clients vers des nouvelles sociétés qui ne sont pas forcément dans notre environnement, qui sont très digitales pour les sociétés. Les cryptoactifs, évidemment, auront énormément mais les de place. cryptos ne sont pas la seule réponse, mais c'est une des réponses. Énormément, évidemment. Et comment est-ce qu'on va faire pour accompagner tout ça, alors qu'on n'est peut-être pas forcément ni convaincu ni convaincant aujourd'hui? Mais c'est parce qu'en fait, on n'est pas encore devant le sujet. Oui, mais il faut se le poser clairement. Bien sûr. Il ne faut pas se laisser dépasser là. Alors, c'est une question un peu plus personnelle sur les convictions. Tu es passionné de voyage, Rachel. Qu'est-ce que tu recherches dans le voyage? Est-ce que c'est un moyen de se ressourcer? Est-ce que c'est un moyen de construire d'autres cultures pour justement trouver peut-être ce qui fera demain ton environnement? C'est un peu tout. Moi, j'ai besoin de voyager. C'est un besoin vital. Dès que je mets le pied à l'aéroport, ça y est, je suis transportée. Le voyage fait partie, l'avion, tout ça fait partie. Alors, je vais pas me faire des amis dans les générations. Bien sûr. Mais ça, mon bilan carbone, il est désastreux sur les voyages en avion. Ça dépend si tu équilibres de notre côté. Je suis pas sûre, mais je fais de mon mieux. J'ai besoin d'aller voir ailleurs parce qu'effectivement, on découvre d'autres cultures. Moi, il y a un truc qui me perturbe toujours dans ce que j'entends aujourd'hui du bashing, même à l'intérieur de la France. Si on voyageait plus en tant que Français, on serait extrêmement satisfait de l'environnement qu'on a. En France, on a la liberté de faire tout ce qui a été fait hier dans les rues. On a la liberté de dire n'importe quoi sur n'importe qui. Et ça, c'est quand même... c'est la première des libertés, c'est précieux. Quand on va à l'étranger, on repose ses bases. Bon, d'abord, on découvre des personnages qui ne vivent pas comme nous. On trouve des paysages qui sont forcément incroyables.
On voit aussi qu'en France, on peut voyager beaucoup. Alors même si moi, j'aime aller à l'étranger, mais c'est pas, je vais aussi beaucoup en France. J'aime voir les autres vivre. J'aime effectivement me rendre compte à quel point on est favorisé, me rendre compte à quel point on a de la chance. Et puis, j'ai la chance de pouvoir le faire parce que je pense que c'est une vraie chance. Oui. Bon, tu bosses pour ça. Je travaille pour ça, je m'en donne les moyens. Tu arrives à couper le boulot ou les mails sont pas loin quand même? Alors les mails sont jamais loin parce qu'on fait un métier où on peut pas. Mais aller à l'étranger et vraiment d'un côté ou de l'autre, ça a de grosses vertus parce que soit on se réveille avec des mails qui sont arrivés la veille et on traite pendant que les autres dorment et ils trouvent la réponse quand eux se réveillent et nous on est parti faire autre chose. Ou à l'inverse, la journée de travail s'est passée quand on est plutôt aux États-Unis, on répond et on a la réponse en temps différé. Donc ça permet finalement d'équilibrer. Oui, moi je pense que comme tous les dirigeants, mais comme tous les tous les gens qui ont des clients qui ont besoin de savoir qu'on peut compter sur nous, on a un temps de travail, autant se le dire. Je pense que c'est une erreur de se dire je coupe tout, je ferme tout. Alors je lis beaucoup de posts sur LinkedIn. Cet été, j'ai déconnecté, j'ai refusé d'eux. Bon, alors chacun sa responsabilité. Moi, je veux pas. Alors je trouve que c'est une aussi grosse contrainte de se dire je ne le ferai pas que de se dire je le ferai. Parce que finalement, c'est une injonction. Moi, j'ai pas envie. Tu coupes pour redémarrer, donc c'est violent en les deux cas. En fait. Moi, je trouve ça. Redémarrer. Et j'ai pas de conseils à donner, mais moi, je me préserve toujours un temps de travail dans ma journée, voire 2, selon l'importance des sujets. Et je vis mieux comme ça, en sachant que je vais le faire, plutôt qu'en me disant non, je refuse à tout prix. Et finalement, paniquer, on le fait. Mais ça va t'arriver de toute façon. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Allez, dernière mini-séquence, dernier tour de roue de la fortune. Rachel, je te laisse tourner. J'aimerais bien qu'on tombe sur une petite interview que je t'avais préparée, donc vas-y, je te laisse faire. Oh, c'est bleu. Bon, c'est l'interview inversée. Donc là, j'ai truqué parce que je voulais absolument faire cette mini-séquence avec Rachel. Donc, je vais te poser une question et tu vas me la reposer derrière. C'est la première fois qu'on le fait. Je ne pense pas qu'on le refera trop souvent, sauf tirage au sort. Mais comme on se connaît bien, on peut aller, on va se marrer. Quand tu dois choisir un partenaire, quels critères comptent le plus quand tu les rencontres? Partenaire fournisseur? Ouais. Pas CGP. Moi, CGP, j'en ai jamais choisi. Donc, l'innovation de son offre. Je regarde aussi, évidemment... tout son bac middle, toute la réactivité dont il va pouvoir faire preuve. Et puis après, accessoirement, quels sont nos accords qui vont nous permettre de travailler encore plus. Ouais, ça veut dire l'argent pour ceux qui se posent. Et toi? Eh ben moi, je vais une vraie intervieweuse en herbe. Moi, je vais répondre. Alors, ça va te surprendre parce que je savais que je me doutais que tu allais répondre ça. Je pense que ça va parler à nos confrères. Moi, je regarde aussi la personnalité que j'ai en face de moi. C'est-à-dire, en gros, est-ce que je vais pouvoir avoir confiance, et j'ai peut-être tort, en la personne que j'ai en face de moi? C'est-à-dire, est-ce qu'elle sera là quand tout va aller bien et qu'elle va bien me payer, qu'elle aura une bonne réglementation et une bonne innovation? Mais est-ce qu'elle sera là aussi quand ça va mal se passer pour oser m'appeler et me dire, il va se passer ça? Parce que ça, on a vécu quelques années là sur certaines classes d'actifs. On a eu des partenaires comme ça, et ces partenaires-là, moi, je reste très fidèle avec eux, y compris si c'est compliqué derrière, parce que je pense que c'est important aussi. Quand un CGP choisis un partenaire ou un fournisseur, quels critères comptent le plus? C'est-à-dire, par rapport à ce que toi tu as dit, est-ce que tu as constaté avec les partenaires de Premium ou même à l'époque de Primonial qu'il y avait d'autres critères qui pouvaient apparaître et qui t'ont surpris, par exemple? Non. À part les commissions, évidemment. Non, mais ça, les commissions, je le dis évidemment qu'on est logique, on fait un métier pour gagner de l'argent. Faut pas Non, j'ai pas eu de surprise. Non, ce que tu évoques là, la personnalité, c'est très important, mais ça fait partie pour moi de l'environnement de réassurance. Non, globalement, la vigilance, elle est à poser sur tous les nouveaux acteurs qui ne sont pas à écarter, mais sur lesquels on a une vigilance renforcée. Moi, je ne constate pas de dérive de la part des CGPI depuis plusieurs années. Après, le procès Aristophil s'est ouvert il y a 2 jours. On connaît tout ça et maintenant, il y a beaucoup plus de vigilance. Mais il commence... moi, je pense qu'il y a des bons réflexes de la part des CGP. Non, ils regardent certainement... en fonction de leurs appétences et de leurs clients, d'autres critères que les plus génériques que je viens de te donner. Mais non, il n'y a pas de divergence. Ouais. Et toi, tu constates d'autres choses moi, chez tes confrères? J'ai constaté un truc, mais c'est parce qu'on l'a vécu ensemble chez notre précédent employeur, le groupe Primonial. J'ai remarqué aussi que maintenant, les CGP sont devenus extrêmement prudents. Il y a une énorme prudence par rapport au track record, c'est bien le cas de le dire, des partenaires, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, parce que s'il est arrivé quelque chose, et je pense à l'immobilier collectif, ça ne veut pas dire que ça arrivera demain. Et j'ai l'impression que la profession a été quand même un petit peu traumatisée sur certains sujets. Sans aller jusqu'à Aristophil, où là, on est carrément sur une escroquerie. C'est autre chose, mais là, rien à voir. Voilà, j'ai constaté un peu ça chez les CGPI, et je le déplore un peu parce que les performances passées ne présagent pas des performances futures, dans les 2 cas. Il faut arriver à transformer la prudence en vigilance. Exactement. Que ça ne devienne pas de la réticence. C'est très bien, c'est très juste. Je vais la garder, cette phrase, elle est très belle. Quelle est la plus grande difficulté actuellement pour un CGPI qui souhaite se lancer?
Alors, de ne pas rentrer chez Premium. C'est sa plus grosse difficulté. C'est une bonne réponse. Non, globalement, sans doute d'être bien conscient que c'est un métier qui demande un engagement plein et entier. Et ça va mieux en le disant, mais sa plus grosse difficulté serait de croire, par exemple, on parlait des banquiers privés tout à l'heure, souvent ils ont tendance à croire, ils confondent la marque et un peu leur personnalité. Alors oui, sans doute ils ont créé des relations avec les clients, mais la puissance de la marque, il ne faut jamais la nier. Ouais. Hein. Donc moi, par exemple, c'est un profil sur lequel je suis extrêmement attentive, où je craque tout de suite un point. Est-ce que votre meilleur client, vous êtes certain qu'il va vous suivre? Ouais. Et Parce que s'il n'y a plus marqué Société Générale ou Lazare, est-ce que voir ça va autre chose, ouais. et c'est souvent un écueil, enfin c'est plutôt un péché d'orgueil qui est pas mal intentionné, mais sur lequel moi j'aime bien recentrer. Ouais. Comme tous les métiers dans lesquels ça nécessite beaucoup d'engagement humain, est-ce qu'ils se rendent bien compte qu'il va falloir multiplier les rencontres? Ouais. Et toi, t'en penses quoi? Bah pareil, parce qu'en fait, je l'exprimais pas pareil, parce que j'ai pas la même expérience que toi des indépendants, mais ouais, c'est de savoir s'entourer. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on sait que la réglementation c'est très lourd, on sait que s'immatriculer c'est Oui, mais on très sait qu'on lourd. peut être accompagné. Voilà. Et justement, c'est de savoir s'entourer. C'est est-ce que je décide d'y aller vraiment tout seul? Et franchement, d'y aller vraiment tout seul aujourd'hui, je pense que c'est très très difficile. Donc soit il y a plein de modèles de concentration, on va pas en défendre un plus que d'autres. Toi, oui, mais moi je dirais que ouais, c'est savoir s'entourer. Dans la même veine justement de ces grandes difficultés que tu vois pour les CGPI, quel conseil donc tu donnerais à un CGPI qui se lance par rapport à ce que tu me disais qui est la plus grande difficulté? Donc je me répète, c'est de bien se faire accompagner et de Oui, venir tout me soit parler. direct. Non, mais la plus grande, c'est de ne pas occulter les difficultés, sans Ouais. doute. Mais comme Ouais. n'importe quel entrepreneur, c'est d'être bien conscient que les choses vont pas, il n'y a pas d'argent magique, donc il n'y a pas non plus de clients magiques, et ça va nécessiter quand même un gros investissement personnel. C'est un métier qui est difficile. Hein. Et donc, ça m'amène à la dernière question. Pourquoi un CGP devrait choisir Premium CGP? Et pour toutes les bonnes raisons que j'ai évoquées, bon, d'abord, On y vient, ce n'était pas du tout entonnoirisé. non, mais pourquoi choisir Premium CGP? Parce qu'on s'adresse à des gens qui ont envie d'entreprendre, qui sont déjà des entrepreneurs, des gens qui veulent continuer de se développer. On leur donne des moyens régaliens, j'en ai parlé, je ne refais pas, hein, RH, juridique, réglementaire, enfin toute la carcasse, on va dire, qui pourrait être pesante dans la création ou dans le développement. Et puis après, on les laisse s'exprimer en faisant en sorte de prendre les sujets les plus importants et on les laisse dans leur terrain de jeu, ce qu'ils préfèrent, voir un client et le conseiller au long cours, avoir des nouvelles solutions. Donc, on prend le pénible. Le meilleur des deux mondes. Bah oui, le meilleur des deux mondes, c'est chez nous. Voilà. Ok, très bien. Donc là, il faut que tu me poses la même question. Sinon, ah, ça pardon. marche pas. Non, mais ça m'intéressait pas tellement la réponse, c'est pour ça. C'est pas grave. Parce que je la connais ta réponse, je peux te la faire. Vas-y, puisque tu t'es installé, Stéphane Van Nuffel, mais rejoins. Bon, on la garde comme ça ou pas? On la garde comme ça? Bah, elle est bien, non? Vas-y. Allez, on va conclure cet excellent moment qui est encore passé très vite et pour autant on a quand même quelques minutes d'enregistrement. Bon, normalement dans les conclusions, je commence toujours par la question de qui on pourrait inviter pour un prochain épisode, mais comme on est tombé tout à l'heure sur la question, je vais pas te la reposer. Je vais avoir deux questions pour finir, Rachel. La première, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh bien, tout ce qui m'est arrivé jusqu'à maintenant, encore une fois. C'est-à-dire des rencontres passionnantes, des décisions rapides et de toujours m'éclater dans ce que je fais. Ouais. Et professionnellement, tu te vois continuer à travailler jusqu'à un certain moment ou est-ce que tu n'as pas encore pensé à ça? Tu t'es dit finalement, moi je m'éclate, donc je vais pas m'imposer de limites. Ah mais je ne m'en impose pas, effectivement. Ouais. J'ai un fils qui a 18 ans, qui est pleine balle, qui est beau hein, aussi, je l'ai dit. C'est normal. Mais j'imagine pas m'arrêter. En plus, je suis en pleine force de l'âge. Ouais. Je me considère comme... Non, mais on fait un métier passionnant. Comment veux-tu que j'envisage de m'arrêter? Non. Ouais, non, mais c'est pas toujours le cas, parce qu'on est dans un monde où apparemment... hier, on était le 10 septembre. Je ne sais pas quand est-ce que passera cette émission, mais il y a des gens qui ont envie de s'arrêter très tôt et qui s'amusent pas dans leur métier. Alors, je peux le comprendre aussi. Toi, tu t'éclates dans ton métier. Moi, je viens d'un milieu où moi, j'avais des parents qui ont beaucoup travaillé dans des métiers un peu pénibles. Je peux le comprendre aussi. Pas de jugement de valeur dans ce que je dis, hein, justement. Pas du tout. C'est de moi dire, non plus, toi, tu t'éclates, en fait. Moi, je m'éclate et j'ai plein d'énergie, donc oui, j'ai envie de continuer. Ouais. Justement, alors pour finir, parce que je sais que c'est quelque chose... on se connaît, donc c'est pas très honnête de ma part de te poser la question, mais est-ce que tu peux nous faire part d'une citation qui est importante pour toi et qui pourrait être importante pour les gens qui nous ont regardés et qui nous ont écoutés aujourd'hui? Ah oui. Non, c'est un truc que je t'avais dit il y a plusieurs années. Parce qu'en fait, là, je confesse tout. Stéphane m'avait dit un jour, mais finalement, est-ce que tu as rencontré plein d'hommes professionnellement, mais quel est l'homme de ta vie? Et j'avais répondu, là, j'ai un truc intelligent à dire, et je vais reprendre, je vais paraphraser quelqu'un, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est « je suis l'homme de ma vie ». Et tu m'avais dit, mais qui dit ça? En fait,
c'est Brigitte Bardot qui a dit ça. Et je trouve que c'est formidable. Je suis l'homme de ma vie. Ouais, et qu'il a dit il y a quelques années en plus. Très longtemps. C'était une époque où ça voulait dire quelque chose encore plus fort. Mais ça veut encore dire quelque chose. Bien sûr. Mais et pourquoi je dis ça voilà. C'est pas parce que j'ai pas été entourée de grands hommes, j'en ai parlé tout à l'heure, mais de grands hommes avec un H majuscule au sens de l'humanité. Mais tout simplement parce que moi je considère que tout ce que je fais, c'est moi qui l'ai provoqué. Ouais. Alors j'ai été bien aidée et j'ai été poussée, mais malgré tout, quand je dis je suis l'homme de ma vie, c'est que oui, il y a. L'homme avec un grand H. J'ai pour coutume de dire à mon fils, il y a une seule personne sur laquelle tu peux compter. C'est toi. C'est toi-même. Donc voilà, moi je crois que c'est ce en quoi je crois profondément. Et les autres ne peuvent qu'apporter de l'aide quand on est si on sait leur cortexé, quand on a en tête ce que je viens de dire. Très bien. C'est un mantra. C'est un mantra, c'est un credo. C'est un credo. C'est ça, c'est ce en quoi je crois. Pas de mystique. Okay. Rachel, merci pour ce moment. Avec grand plaisir. C'était très sympa. Je te remercie de m'avoir accompagné dans le lancement de Track Record. Et puis on se dit à très bientôt, de toute façon. Mais bien sûr. Allez, bye. Bye.